à la lumière de ces différents transferts thermiques, on va essayer d'en conclure sur finalement les conditions que doit satisfaire notre habitat pour maintenir ce confort thermique en toutes circonstances. Donc on l'a vu, le phénomène prépondérant, c'est la convection avec l'air. Donc on comprend du coup que ce qui est important, ça va être la température de l'air et la vitesse de l'air. Donc c'est le premier point que vous aviez cité tout à l'heure, c'est la température de l'air ambiant qui va déjà générer du confort. Donc finalement, notre plage de température de confort, pour nous, elle est assez restreinte puisque c'est entre 19 et 26 degrés en moyenne, la fluctuation pouvant être pondérée par l'habillement. Donc par rapport aux écarts de température qu'il fait à l'extérieur sur une année, on voit que la plage est quand même très faible. Deuxième condition, avoir une bonne homogénéisation dans l'espace, c'est ce que vous aviez dit. Donc là, on voit sur cette photo le phénomène de stratification à l'échelle d'un gymnase. Donc on voit bien que l'air chaud monte et que donc à hauteur d'homme, il fait beaucoup plus froid. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va à la fois avoir cette bonne température et une bonne homogénéisation dans l'espace? On va jouer sur le système de chauffage, sur également l'isolation, la performance de l'enveloppe du bâtiment, et pour une bonne homogénéisation, sur finalement le phénomène de ventilation et de brassage de l'air dans les pièces. Donc le deuxième phénomène, toujours relié à la condensation, ce sont les mouvements d'air. Donc on a vu, plus l'air va être en mouvement, plus l'échange thermique avec la peau va être important. Donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, si vous avez des courants d'air parce que vous avez un bâtiment qui est mal étanche, par exemple au niveau des fenêtres, au niveau des portes, au niveau des prises, s'il y a une mauvaise étanchéité à l'air, on va ressentir ce phénomène d'inconfort et on risque de le compenser en jouant sur la consigne de température tout simplement. Donc là, pour illustrer un peu mon propos, on voit dans le petit exemple que si on est à 26 degrés, un courant d'air qui est à 1,5 km/h, on le sent à peine, c'est pas inconfortable. Par contre, dès qu'on baisse un petit peu la température, si on se rapproche par exemple des 20 degrés, dès qu'on est à plus de 0,5 km/h, ça devient inconfortable. Donc qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance à avoir envie de monter la température qu'il fait dans le logement pour satisfaire notre confort. Donc, on retrouve le fait que confort thermique et consommation d'énergie sont liés. Donc sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour avoir ce phénomène-là? Alors on voit que la difficulté, c'est également qu'on veut s'en affranchir en hiver et l'avoir au maximum en été. Donc l'été, on va jouer sur la ventilation pour créer des courants d'air. L'hiver, on va faire attention surtout à l'étanchéité à l'air et au débit de ventilation par exemple. Alors la température des parois, donc ça vous l'avez cité tout à l'heure, c'est bien lié au phénomène de rayonnement. Et on voit là aussi que ça joue beaucoup sur la consigne de température qu'on a envie de mettre dans notre pièce. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement qu'il fasse 20 degrés en fait, c'est que notre ressenti soit d'une température de 20 degrés. Et on se rend compte que ce ressenti finalement, cette température ressentie, c'est la moyenne par approximation, mais c'est quand même assez valable comme approximation, entre la température de l'air et la température des parois. Donc ça veut dire que finalement, si notre air est bien à 20 degrés, mais que la paroi, elle est à 12 degrés parce qu'on n'a pas isolé notre mur et qu'il fait froid dehors. Mais en fait, pour avoir ce ressenti de 20 degrés, il faudrait chauffer l'air à 28 degrés. Donc là, encore une fois, on voit bien qu'on va avoir tendance à monter la consigne de température pour avoir le même ressenti de confort si on ne touche pas, à la performance du bâtiment. Donc ça, c'est une relation qui est valable s'il n'y a pas de courant d'air et pour une humidité moyenne. Sinon, on dégraderait encore le niveau de température qu'on aurait envie d'atteindre dans le logement. Donc, pour atteindre une bonne température des parois, là, on peut jouer sur le niveau d'isolation, mais également sur les vitrages. Attention, il n'y a pas que les parois opaques. Et puis également sur tous les ponts thermiques. On comprend du coup qu'à chaque fois qu'on va avoir un point froid en fait, dans l'enveloppe de notre bâtiment, ça va jouer sur notre ressenti de confort. Et donc sur la température qu'on aura envie de laisser dans notre logement. Point suivant, l'humidité. Donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est à relier en fait au phénomène d'évaporation. Donc en fait, la sueur, elle peut nous permettre de nous rafraîchir par évaporation, à condition que l'évaporation puisse se faire. Mais ce qui se passe, c'est que l'air, en fait, il peut contenir qu'une quantité maximum de vapeur d'eau, au-delà de laquelle il est saturé et l'évaporation ne pourra plus s'effectuer. Donc c'est ce qu'on appelle l'humidité relative de l'air. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion. Donc en fait, ce qu'on représente ici sur ce petit schéma, c'est la capacité en fait, qu'a l'air à contenir de l'eau à l'état de vapeur. Donc là, on va dire que le niveau maximum de vapeur d'eau, c'est modélisé par le petit histogramme ici.
Et en fait, cette valeur limite, elle dépend de la température. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir une quantité importante d'humidité à l'état de vapeur d'eau. Donc c'est ce qu'on modélise ici, en fait, sur ce petit schéma. On se rend compte que, par exemple, si on est à 23 degrés et qu'on a une quantité d'humidité qui est matérialisée par le point en bleu ici, eh bien, à 23 degrés, ça représente 15% du taux maximum que l'air peut absorber. Donc on est encore loin de la limite de saturation. Par contre, si on baisse la température, on s'aperçoit que ces 15% se transforment en 18% à 20 degrés, puis en 26% à 14 degrés, puis à 69% à 0 degré, pour finalement représenter ce qu'on appelle le degré de saturation ou le point de rosée quand on arrive à moins 5 degrés. Donc tout ça pour vous montrer que finalement, le taux d'humidité relative va être important et on a également une plage de confort qui va dépendre du taux d'humidité relative. Donc en général, on va dire que le confort est atteint quand on est entre 30 et 75% d'humidité relative par rapport à la température de l'air. En deçà de 30%, l'air est trop sec, donc il est désagréable à respirer. Vous avez les yeux qui sont secs, etc. C'est très désagréable, c'est assez irritant. Si on est au-dessus de 75%, l'évaporation commence à plus pouvoir se faire et l'été, ça peut être très suffocant. C'est ce qui se passe dans les pays tropicaux, par exemple. Donc, on voit que les phénomènes, en plus, dans la réalité, se combinent. À la fois, on a l'humidité de l'air, on a de la paroi froide, etc. Donc ça, c'est juste un petit exemple qui vous montre ce qui se passe sur une paroi donnée. Donc, on est à l'intérieur, il fait 20 degrés, on imagine qu'on a 0 degré à l'extérieur, et on regarde ce qui se passe en fonction de la température de la paroi. Premier cas, on a un mur non isolé, la paroi est à 12 degrés, donc il se produit un double phénomène. Donc déjà, on a le ressenti de paroi froide qu'on a vu tout à l'heure. Mais également, on risque d'avoir un phénomène, ce qu'on appelle de condensation superficielle, c'est-à-dire que vu que le mur est froid, on va atteindre le point de saturation d'humidité au niveau du mur et ça va condenser. C'est ce que vous avez par exemple sur vos vitrages dans la salle de bain quand vous avez pris une douche, qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau, ça peut se condenser. Mais du coup, dans des maisons insalubres où par exemple il y a une mauvaise ventilation et où il y a des problèmes d'humidité, ça peut également condenser même sur les parois opaques. Donc quand il commence à y avoir ces phénomènes, c'est qu'en général l'état du bâtiment n'est pas très bon, qu'on peut quand même sérieusement se poser la question du confort pour les occupants. Deuxième situation, donc là on ne voit pas très bien, mais le mur est à 16 degrés cette fois-ci, il est légèrement isolé. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un niveau d'isolation qui nous permet de s'affranchir du phénomène de condensation, donc on a déjà moins de problèmes liés à l'humidité, mais on a toujours le ressenti de paroi froide, donc on est encore dans un inconfort. Dernier cas, le mur bien isolé, la paroi est à 19 degrés, il y a 1 degré d'écart entre la température de l'air et la température de paroi. C'est la situation idéale, le confort thermique est atteint. Donc les derniers leviers qui peuvent jouer sur notre ressenti de confort, ce sont les facteurs humains. Donc on a décrit tout un tas de situations physiques qui étaient responsables de confort, mais il faut savoir que tous les individus ne réagissent pas de la même façon et on n'aura jamais une situation de confort qui permet de satisfaire 100% des personnes. Il y a toujours des variations individuelles qui peuvent être liées à l'âge, au niveau de fatigue, à la période de la journée, etc. Mais également à des habitudes aussi sociologiques. Par exemple, une personne qui a vécu toute sa vie sur les tropiques n'aura pas du tout le même ressenti de confort thermique qu'une personne qui vit dans le Grand Nord canadien, par exemple. Il y a des grandes disparités culturelles aussi sur le ressenti de confort. Et les derniers points donc, que vous aviez cités, il y a l'état d'habillement et également l'activité. Alors, petite parenthèse sur l'activité, regardez la quantité de chaleur qu'on dégage en situation de sommeil, de l'ordre de 70-80 watts. Quand vous faites une course, vous êtes plutôt de l'ordre de 800 watts. Donc on voit qu'il y a quand même un facteur de 1 à 10 entre un état de repos et une activité intense quand même. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bâtiment et comment celui-ci peut satisfaire notre confort? Alors sur ce petit graphique, on voit l'évolution en fait, des températures au cours d'une année. Donc nous, notre zone de confort, elle est ici en vert. Donc on voit que c'est une plage assez réduite, d'accord, en fonction du taux d'habillement. Et par contre, la température extérieure, elle est ici en bleu, donc elle a une forte variation par rapport à notre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui se passe entre un bâtiment qu'on va dire bien adapté et un bâtiment mal adapté? Un bâtiment mal adapté, en l'absence de toute source d'énergie de chauffage ou de climatisation, il va suivre potentiellement la courbe rouge ici.
Donc ça veut dire qu'en hiver, il fera certes un petit peu moins froid qu'à l'extérieur, mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal de chauffage à apporter pour être dans la zone de confort pour l'individu. Et en revanche, l'été, on va être très au-dessus du plafond et on va avoir un fort inconfort qu'il va falloir soit traiter, soit compenser par de la climatisation, donc encore des consommations d'énergie. Qu'est-ce qui se passe si on a un bâtiment qui est bien adapté aux conditions extérieures, qui a été conçu intelligemment? Eh bien, on se retrouve dans la courbe en pointillé bleu ici, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché de notre zone de confort en hiver. Donc l'apport en fait, de consommation de chauffage pour satisfaire notre besoin sera beaucoup plus faible, donc la consommation d'énergie sera moindre. Et on voit qu'en été et tout le reste de l'année, on reste dans la zone de confort de l'individu. Donc là, on introduit un peu la notion de bioclimatisme qu'on va voir juste après. On se rend bien compte que finalement, l'état du bâtiment en termes d'isolation, de caractéristiques des menuiseries, son orientation par rapport à la course du soleil, sa volumétrie, les dispositifs de ventilation, l'inertie, sont des phénomènes qui jouent dans la performance du bâtiment.